Je vais accueillir Dominique Rizet sur scène pour pouvoir démarrer la table ronde. On s'embrasse. Dominique, qui est un fidèle de fidèles, qui vient chaque année animer cette table ronde. Et qui vous aime. Voilà. Et aujourd'hui, tu animes une table ronde qui s'appelle ? Alors, une table ronde, situation géopolitique et risques majeurs, les défis, les enjeux, les réponses. Et on aura M. Frattacci, le préfet Frattacci, donc patron de la CCI de Paris, et le patron du port du Havre, Florian Weyer. On va vous les présenter. Voilà. Allez, venez nous rejoindre. On les applaudit. Monsieur le préfet, Florian, monsieur Weyer, installez-vous. Alors, ravi de vous retrouver. On est ce soir entre amis. Merci à Michael, un merci particulier, parce que tu es le fondateur d'Agora, Michael. Approchez un peu, là, il est timide. On t'applaudit car cette année, Agora a 20 ans. Ton idée de départ avec Sébastien Guénard est devenue aujourd'hui le lieu, le rendez-vous incontournable de la sûreté en France, avec 12 clubs des directeurs sûreté, dont Virginie Cadieux est la directrice. 12 clubs de directeurs dans notre pays pour réfléchir, innover, partager sur ces questions d'actualité quotidienne avec tous ceux qui sont ici, police nationale, gendarmerie, les institutions, la sécurité civile, tous nos amis du renseignement territorial et d'autres, la gendarmerie. Voilà, donc bravo à toi. Je vous propose qu'on l'applaudisse parce qu'il a fait un beau boulot. Monsieur le ministre François-Noël Buffet nous a rappelé le contexte international qui nous impacte désormais ici en France, toutes les problématiques liées au narcotrafic et autres encore, à la menace qui pèse sur nous en permanence. Notre table ronde va durer 25 minutes, ça va aller vite. Je vous demande juste un peu d'attention, après on passera à table tranquillement, on dînera, et puis on pourra échanger, même sur toutes les questions dont on a parlé avec nos invités qui vont rester. Stéphane Frattacci, préfet, directeur de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, depuis maintenant plus de 6 ans, auparavant directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, et ancien directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'Intérieur. Florian Weyer, directeur général de Haropa Port. Alors, c'est l'acronyme composé de HA pour Le Havre, RO pour Rouen, PA pour Paris. Je l'ai bien fait. Haropa est le port fluvio-maritime de l'axe Seine. C'est un établissement public de l'État placé sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. On commence avec vous, Stéphane Frattacci. La CCI a une activité d'accompagnement des petites et moyennes entreprises, de conseil aussi sur les cessions, quand on cède son entreprise. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Bon, d'abord, je voudrais avoir le grand plaisir que j'ai de retrouver des visages familiers, monsieur le ministre. Et puis, si vous saluez tout le monde, on ne s'en sort pas. De nombreuses personnalités. Non, mais c'est déjà une reconnexion, donc on va aller vite. Et c'est beaucoup de plaisir de voir tous les professionnels ici rassemblés. La CCI a 3 missions. Et la CCI de Paris-Île-de-France est la plus grosse de ces CCI en France. Une première mission qui est d'accompagner les entreprises, informer, sensibiliser, préparer, accompagner face aux défis qui sont les leurs dans toute leur vie, de la création à la reprise ou à la transmission, en passant par l'exportation, en passant par les défis du numérique, mais aussi les enjeux qui sont ceux du monde d'aujourd'hui, la géopolitique, l'exportation. On a une deuxième mission, et je trouve qu'on est un grand groupe d'éducation. On a à peu près 45 000 étudiants apprenants et puis 35 000 personnes en formation continue, de belles écoles, HEC, ESSEC, ESCP, des écoles techniques, Ferrandi, les Gobelins. Je ne vais pas tout citer, c'est un vrai groupe d'éducation. Puis on a une troisième mission qui est de concourir à l'attractivité de l'Île-de-France. Et l'attractivité de l'Île-de-France, ça passe aussi par les congrès et les salons. Et à travers ça, c'est l'attractivité d'ailleurs de la France. Et donc on est, à travers des filiales, hébergeurs, on accueille et on organise des salons. C'est les sites emblématiques que vous connaissez, le Palais des Congrès, Paris Porte de Versailles, Paris Nord-Villepinte, pour ne citer que cela. Et puis c'est des salons emblématiques qui vont du salon de l'agriculture en grand public à des salons spécialisés comme le CIAL dans l'agroalimentaire. Je m'arrête là sur nos métiers, mais c'est des métiers qui embrassent la vie de l'entreprise, qui embrassent le territoire et qui font évidemment très fortement sens pour
la vie des entreprises et la réalité du quotidien des patrons de TPE et de PME principalement. Alors, monsieur le préfet, avant de vous poser la deuxième question, les amis au fond, on vous entend beaucoup quand vous parlez. Essayez, si vous avez des choses à vous dire, essayez de chuchoter parce que c'est pas grave, ici, on vous entend vraiment très fort. Sinon, on vous envoie la sécurité privée, vous allez voir ce qui va se passer. Quelles conséquences, quels risques la situation géopolitique extrêmement tendue, qui nous a été rappelée par monsieur le ministre, entraîne-t-elle pour vous, pour ces entreprises que vous représentez? Les chefs d'entreprise sont d'abord des citoyens, ils partagent évidemment les interrogations et les inquiétudes, mais ils sont surtout avides de stabilité, de visibilité et de prévisibilité. Je n'apprends rien à la salle et à l'assistance, et donc ils ont besoin de rassurance. Alors aujourd'hui, dans les enquêtes qu'on fait très régulièrement, le réseau des CCI, des baromètres, ils nous disent à plus de 80% qu'ils sont extrêmement inquiets de l'évolution des droits de douane américains. Ils nous disent qu'ils sont optimistes, mais peut-être un peu moins qu'ils l'étaient il y a quelques mois sur l'économie, sur le développement de leur business. Mais à côté de ça, ils sont avides d'informations. Et donc, notre rôle, c'est, je le disais tout à l'heure, de les informer, webinaires, organisation de tables rondes. Par exemple, jeudi à Versailles, on accueille Jean-Noël Barrot qui vient rencontrer des chefs d'entreprise pour parler de la situation géopolitique, les éclairer sur ces risques et sur ces enjeux. Et nous, au quotidien, on leur explique que exporter, en réalité, ça peut être une chance face aux risques pour sa croissance et puis pour diversifier ces risques. Simplement, il faut le faire bien, il faut s'y préparer, il faut avoir une capacité d'anticipation, il faut choisir ses secteurs. C'est notre quotidien. Qu'est-ce qui les inquiète, ces entreprises? Qu'est-ce qui les inquiète le plus? Ce qui les inquiète beaucoup, c'est l'instabilité, l'imprévisibilité. C'est ne pas s'inscrire dans un cadre qui permet de s'engager, d'investir dans la durée. Et ça peut valoir dans les deux sens. Alors, dans le sens de l'attractivité, le ministre en parlait tout à l'heure, les efforts que nous faisons à la fois sur notre souveraineté, mais aussi sur l'orientation pro-business, fait qu'on reste attractif. Mais en sens inverse, évidemment, les aléas de la réglementation internationale, les droits, les tarifs, j'en parlais tout à l'heure, les tarifs douaniers, l'incertitude de ce qui peut devenir des investissements qu'on fait soi-même, ça c'est un facteur classique d'inquiétude du chef d'entreprise. Et donc il faut qu'on décrypte, qu'on explique, et c'est vrai que la rencontre, l'explication, l'intervention de témoins, notamment sur l'international, leur permet d'avoir une lecture, je ne vais pas dire plus apaisée, mais plus anticipée de ce qu'est l'avenir de leur secteur économique et ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes pour préparer cet avenir. La CCI organise des salons, beaucoup de salons, avec comme exposium dans les sites de Viparis. À ce titre, forcément, on parle de sécurité et de sécurité privée. Comment ça se passe ? Je crois que nos filiales sont des grosses consommatrices de sécurité privée. Puis elles travaillent aussi, et je veux vraiment le souligner, en grande intelligence avec les pouvoirs publics, parce qu'organiser des grands événements à Paris, ça suppose évidemment un travail continu et confiant avec les équipes de la préfecture de police, ça suppose pas mal d'anticipation, et puis il y a une partie de la sécurité sur les sites qui doit effectivement être assumée avec des professionnels. Mais un de nos enjeux, et là je parle en tant qu'acteur et organisateur, c'est que nous sommes très internationaux. Nous accueillons des personnes qui viennent du monde entier, et on parlait tout à l'heure des risques géopolitiques. Un des risques que l'on rencontre dans nos métiers, c'est que le public qui a l'ambition de venir, il ne puisse plus venir parce qu'il y a des aléas dans les transports, il y a une difficulté internationale qui apparaît, on est plus en difficulté pour avoir la possibilité de voyager. Le Covid a été un bon révélateur de ce que l'activité classique, on va en parler, voilà, qui est d'échanger et de circuler, elle est quand même, dans certaines circonstances, mise en jeu. Il faut trouver d'autres manières pour rebondir. Vous avez une idée, pardon, parce qu'on n'avait pas préparé cette question, mais du budget que ça représente, la sécurité, pour tous vos salons? C'est une question piège parce qu'on ne l'avait pas préparée. Oui, on ne l'avait pas préparée. Ouais. Ça peut être significatif sur certains salons quand l'enjeu est un enjeu en soi-même lié à la sécurité. C'est qu'on organise aussi des salons qui intéressent les professionnels de la sécurité. Donc il y a des précautions supplémentaires à prendre. Mais disons que c'est un budget qui est intégré dans notre activité et qui fait partie des dépenses classiques. Juste une idée quand même de ce qu'est l'impact des congrès et des salons en Ile-de-France. L'impact direct, c'est 5 milliards de retombées directes chaque année dans l'organisation des congrès et salons.
Alors c'est un chiffre qu'on aime bien parfois donner. C'est pas très loin, un peu en dessous, mais de l'impact positif des Jeux Olympiques sur l'activité économique. Et on fait ça tous les ans, en récurrence. Donc c'est quelque chose d'assez important pour l'attractivité de l'Île-de-France et pour les professionnels de la sécurité, du transport, de l'hébergement, de la restauration, pour ceux qui font les stands, pour ceux qui les éclairent, pour ceux qui les rendent beaux. Voilà, tout ça, c'est des tas de petites entreprises, d'entreprises plus importantes, dont le business est évidemment développé grâce à l'attractivité de nos congrès, de nos salons, de nos événements professionnels en Île-de-France. Chaque année, 5 milliards de retombées. D'accord. Le Covid a été un événement, donc vous savez que les questions sont préparées maintenant, je me suis vendu. Le Covid a été un événement majeur. J'aimerais que vous nous fassiez un rétex. Comment avez-vous géré avec les entreprises la crise Covid ? Alors, ça paraît loin, mais en fait, on est au 5e anniversaire ces jours-ci. Et ça pourrait bien revenir. Voilà. Et je trouve que c'est une bonne lecture de ce rétexte, savoir comment s'organiser pour des opérateurs comme nous qui sommes directement en rapport avec les entreprises. C'est une bascule complète. Notre raison d'être, c'est les entreprises. Et donc, on a fait 3 choses à la fois. La première, c'est basculer en mode écoute, disponibilité, donc organiser des centres d'appel et des réseaux numériques virtuels pour être au contact des chefs d'entreprise, répondre à leurs préoccupations, à leurs angoisses. On est passé sur des temps d'appel qui étaient de 3-5 minutes en moyenne à 15-20 minutes avec des gens véritablement désemparés face à la crise, ce qu'ils devaient faire. De l'information sur le dispositif existant et mis en place par les pouvoirs publics en temps réel. Et troisièmement, organiser des allers-retours avec les pouvoirs publics sur comment on améliore le dispositif. Toutes les ordonnances qui ont été prises dans l'urgence, dans le cadre des pouvoirs particuliers conférés au gouvernement à ce moment-là, c'est comment on peut les améliorer, comment on peut être sûr de toucher plus d'entreprises. Donc on faisait des remontées hebdomadaires à l'attention du gouvernement pour indiquer comment ça réagissait, quelles étaient les questions qui montaient, ce qu'on pouvait améliorer dans ces dispositifs. Donc beaucoup de confiance avec les pouvoirs publics et vraiment des lignes assez directes pour prendre le pouls dans le fond de la vie économique. Ça représente des dizaines de milliers d'appels entrants, beaucoup d'appels sortants, parce que les chefs d'entreprise, pour certains d'entre eux, étaient un peu recroquevillés. Il y a une forme de tétanie qui pouvait les saisir. Donc aller vers, c'est extrêmement important pour maintenir ce lien. Avoir des solutions pour les enjeux parfois de détresse qui pouvaient exister. Et puis derrière, promouvoir les plans de relance, les dispositifs d'accompagnement. Ça a été des centaines de milliers de pages, des centaines de fiches qu'on a mis à disposition des entrepreneurs. Voilà, je disais jusqu'à 2000 appels par jour à l'échelle de l'Île-de-France, je ne parle pas de France entière, pour répondre aux enjeux pour les chefs d'entreprise de cette crise. Et pour nous, la lecture, c'est être capable de basculer en temps réel, immédiatement. C'est un apprentissage aussi de la gestion de crise dans la durée, sur un mode virtuel, numérique, mais qui permet d'avoir des femmes et des hommes en face, des femmes et des hommes compétents dans le secteur concerné, pour parler, pour répondre aux chefs d'entreprise. Donc c'est des professionnels qu'on a réorientés en dehors du métier de porte-à-porte qu'ils faisaient vers ce contact téléphonique ou ce contact virtuel en visio évidemment. Beaucoup de webinaires également. Voilà, donc tout cet enseignement-là, c'est un apprentissage de la résilience, mais aussi beaucoup de sens sur la mission d'intérêt général qui est d'abord pour les entreprises et pour le territoire. Vous gérez de nombreuses écoles, dont les prestigieuses ESCP, ESSEC, HEC, des écoles de commerce, qui reçoivent de nombreux étudiants, 45 000, c'est ça ? Oui, 45 000 étudiants et pour certaines d'entre elles, une centaine de nationalités. D'accord. Donc j'allais dire de toute nationalité, une centaine. Comment fait-on pour gérer les tensions entre des étudiants ukrainiens, russes, vous en avez, palestiniens, israéliens, vous en avez, marocains, algériens, vous en avez, j'imagine qu'il y en a encore d'autres, qui sont difficiles de rapprocher ou de faire vivre ensemble. La richesse, la force et l'enthousiasme de travailler dans l'éducation, c'est d'accueillir le monde entier. Ouais. La difficulté, c'est qu'il faut gérer en temps réel le fait qu'il peut exister des tensions géopolitiques, mais que l'espace de l'enseignement supérieur, c'est un espace à protéger. C'est un espace dans lequel il faut avoir un langage commun. C'est un espace dans lequel les jeunes adultes qui sont là sont en formation, en apprentissage, de leur personnalité, mais aussi du leadership qui sera le leur demain, et à ce titre, du respect qu'ils se doivent les uns vis-à-vis des autres. Donc il faut arriver à la fois à protéger cet espace d'apprentissage, de formation, de savoir-être,
et en même temps permettre le dialogue, parce que l'enseignement supérieur, c'est aussi apprendre le débat, maîtriser la contradiction, gérer les arguments, respecter les points de vue, et en tout cas avoir ce langage commun ou cette grammaire commune de ce qu'est un débat. Alors, je ne sais pas s'il faut dire apaisé, mais maîtrisé en tout cas. Vous avez vécu des événements comme Sciences Po en a vécu Nos écoles sont des écoles souvent plus techniques. Les écoles de management sont des écoles qui sont effectivement beaucoup tournées vers la culture internationale. Il a pu exister sous la responsabilité des directeurs généraux, des moments dans lesquels on sent de façon palpable qu'il faut inventer des solutions autour du dialogue commun. Et il y a eu beaucoup d'apprentissage, d'expériences qui ont permis de gérer ce type de tension sur nos campus. Ce serait trop long de tout passer en revue, mais voilà, des expériences fortes qui supposent beaucoup d'engagement personnel des dirigeants de ces établissements pour être à la hauteur des préoccupations de leurs étudiants, tout en expliquant que nos institutions d'enseignement, les nôtres en tout cas, sont pas des lieux qui, en tant que tels, et des institutions qui ont à prendre position sur la conflictualité du monde. C'est des lieux dans lesquels cette conflictualité peut être reflétée dans le parcours des étudiants, dans leurs préoccupations quotidiennes, dans leur rapport avec leur famille, mais en même temps, ils sont là pour faire des choses ensemble, pour faire des choses en commun, et pour arriver à trouver les bases par eux-mêmes aussi pour dépasser cette conflictualité. Ouais. On ne peut pas ne pas évoquer avec vous les violences liées au mouvement des Gilets jaunes, les manifestations contre la loi travail, les émeutes après la mort de Nahel Merzouk à Nanterre. Comment la CCI a-t-elle aidé des commerçants brisés dans tous les sens du terme? Comment les avez-vous aidés? J'allais dire, c'est un peu notre quotidien. Alors, souvent en lien avec la préfecture de police, mais directement, parce qu'à un moment, il faut que des entrepreneurs, et la force des CCI, c'est d'avoir un réseau d'élus. Tous les 5 ans, il y a des élections, c'est des chefs d'entreprise qui se présentent et qui, à côté des permanents, des collaborateurs que je dirige et que j'anime, d'être là pour être aussi en interface. Et donc, ensemble, on est évidemment disponible et on le fait pour aller au-devant des commerçants, au-delà des entrepreneurs qui ont subi des dommages, qui ont besoin d'être aiguillés vers les dispositifs d'indemnisation, vers la prise en charge, et qui ont besoin que des professionnels, des chefs d'entreprise leur parlent en direct parce qu'ils comprennent et ils partagent le ressenti, qui est le ressenti de l'investissement d'une vie, qui est un projet qui a été construit, qu'il faut reprendre à zéro, une confiance qui s'est érodée dans ce qui était la clientèle, hein, la proximité, et qui devient peut-être une forme d'hostilité ressentie comme telle. Il faut arriver à reconstruire. Et donc notre rôle, c'est vraiment d'aller vers. On l'a fait après de nombreuses manifestations liées au conflit sur la loi travail, après les manifestations des Gilets jaunes, on l'a fait après diverses émeutes. On le fait aussi quand il y a des événements de type catastrophe naturelle. Le directeur de la sécurité civile, c'est que les catastrophes naturelles, lui, c'est son ordinaire. Nous, on aspire à que ce soit moins notre ordinaire, n'est-ce pas? Mais notre rôle, c'est de préparer et d'aider les entrepreneurs à faire face à ce type d'événement. Et du coup, d'être en lien avec les professionnels de la sécurité et de la sécurité civile pour anticiper ces événements. Là, on parlait de conflictualité. Ouais. Si on parle de catastrophes naturelles, il faut être, on va participer aux préparations des grands entraînements de gestion de crise sur les inondations, par exemple, en Île-de-France, pour apprendre la résilience et surtout se préparer à avoir les bons réflexes pour nous-mêmes, mais aussi vis-à-vis de toutes les entreprises. Merci, Monsieur le Préfet. Stéphane Frattacci, directeur de la CCI de Paris. Je me tourne maintenant vers vous. Florian Weyer, vous êtes le directeur délégué d'Aropaport. C'est quoi Aropaport? Alors c'est vrai que ça nécessite peut-être une petite introduction. C'est sans doute pas très courant de faire intervenir devant une assemblée comme la vôtre un directeur délégué de port. D'autant plus qu'on m'a positionné visiblement comme le dernier rempart entre vous et le dîner. Donc je vais essayer de vous emmener un peu dans la réalité d'un port et de ce que ça recouvre de façon opérationnelle. Nous sommes un port de commerce. Nous sommes un port de commerce qui s'étend du Havre, principale porte d'entrée maritime, premier port pour le commerce extérieur de la France, jusqu'à Paris. Et à Paris, nous avons la particularité de desservir l'ensemble du bassin de consommation, toute l'Île-de-France en réalité. Et nous avons le monopole
de la desserte de l'Île-de-France par voie fluviale, avec 70 plateformes qui sont réparties tout le long de la Seine, de l'Oise, etc. Et donc, nous avons cette capacité de mettre en relation une porte d'entrée maritime avec un bassin de consommation, en passant bien sûr par Rouen, qui est lui aussi une porte d'entrée maritime importante, notamment pour les vracs et les céréales. Et en tant que porte de commerce, notre mission, c'est d'abord d'être un aménageur. Nous aménageons un domaine portuaire en construisant et en entretenant des quais, des digues, des terminaux, des ouvrages aussi, des terre-pleins, des écluses, également en proposant des dessertes routières, ferroviaires, fluviales à l'ensemble des terminaux et des implantations qui sont les nôtres. Et puis nous accueillons aussi toute une multitude d'entreprises, pas seulement pour de la logistique, mais aussi des grandes industries, des raffineries, de la pétrochimie, tout un tas de secteurs, plus de 1000 entreprises par exemple, rien que sur la circonscription du port du Havre, qui s'étend sur 10 000 hectares. 10 000 hectares, pour vous donner une idée, c'est à peu près la superficie de la ville de Paris. Et donc, en tant que port de commerce, en tant qu'aménageur, notre mission, c'est de faciliter au quotidien l'exercice de toutes les activités, qu'elles soient logistiques ou industrielles, sur l'ensemble de la place portuaire, de la facilité en termes de fluidité, en termes également de capacité à écouler des volumes importants, mais aussi bien sûr en termes de sécurité et de sûreté. Alors justement, on en parle, c'est un bel exemple, le port du Havre, de cette continuité de sûreté. Les douanes, la police nationale, la gendarmerie nationale, la gendarmerie maritime, vous avez un service de la sûreté portuaire, comme le service de la SNCF, ferroviaire, 145 personnes, les collectivités, la ville du Havre et la sécurité privée, norme ISPS, j'ai appris ce que c'était, je ne savais pas. Alors, comment ça fonctionne ensemble tout ça ? En effet, nous sommes un maillon de cette chaîne, de ce continuum de sécurité, et on ne le sait peut-être pas souvent, parce que c'est une spécificité au port du Havre d'avoir un service de sûreté intégré, le service intégré de sûreté portuaire. Vous l'avez dit, 145 agents, c'est effectivement un peu l'équivalent de la sûreté ferroviaire, de la SUGE, des statuts qui ont été construits à peu près sur le même modèle. Et nous intervenons avec l'ensemble des forces de l'ordre, avec ce rôle justement de facilitateur et d'être un peu le premier échelon, l'intervention de premier niveau pour donner du renseignement, par exemple aux douanes, quand nous avons connaissance d'agissements sur le domaine portuaire, nous avons tout un ensemble de vidéoprotection, j'y reviendrai, qui nous permettent de surveiller, de détecter les moindres agissements suspects. Donc nous pouvons donner ces renseignements-là. Nous pouvons également faire l'interface avec les autres forces de l'ordre, police nationale, gendarmerie, nous avons les deux, le port recouvre à la fois les territoires police nationale et gendarmerie, l'OFAST bien sûr, et donc nous avons finalement ce rôle d'être à la source des capacités de détection, d'intervention, et nous surveillons également l'ensemble des flux qui transitent sur le port. Le port du Havre, c'est à peu près 3 millions de conteneurs chaque année qui transitent. Un peu majoritairement à l'export, mais aussi beaucoup à l'import. Et donc, notamment sur l'import, nous avons, là aussi j'y reviendrai, des enjeux bien sûr de trafic divers et en particulier de trafic de stupéfiants. Et donc, nous intervenons en surveillance avec des patrouilles qui quadrillent l'ensemble du domaine portuaire et également des portes de préfiltrage. Peut-être certains d'entre vous ont-ils vu le reportage d'Envoyé spécial, sans faire de pub pour l'une ou l'autre chaîne de télévision qui est passée ces derniers temps, où j'étais amené justement à présenter notre action sur la porte François Ier, qui est la porte justement qui permet de préfiltrer l'ensemble des marchandises qui vont sur les terminaux à conteneurs ou qui repartent des terminaux à conteneurs vers le territoire national. Et donc, ce sont nos agents qui aussi peuvent être en capacité d'intercepter des véhicules, de procéder à des contrôles, etc. Vous avez reçu, puisqu'on parlait d'importation, vous avez reçu le 13 janvier dernier la visite du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic, lui ont été présentés les moyens dont vous disposez pour contrer ce phénomène grandissant et plus largement pour lutter contre la criminalité organisée. J'aimerais que vous nous disiez votre regard à vous, directeur du port du Havre. Est-ce que
Vous avez vu les choses changer depuis que vous êtes là? Est-ce que la menace, est-ce que les trafics augmentent? J'imagine, vous allez nous répondre oui, mais dans quelle proportion? Expliquez-nous ça. Oui, en effet, la menace a réellement évolué ces dernières années avec clairement une focalisation sur le narcotrafic, le trafic de stupéfiants. Il y a de ça une dizaine d'années, on n'en parlait quasiment pas hein, au Havre ou dans aucun autre port français d'ailleurs. Et c'est vraiment venu avec la massification et avec l'essor du trafic de conteneurs. Je vous disais, 3 millions de conteneurs annuels au port du Havre. Il y a encore quelques années de ça, on parlait de saisies de stupéfiants qui étaient quelques dizaines de kilos au maximum. Aujourd'hui, nous sommes sur un volume annuel de l'ordre de 10 à 15 tonnes qui sont saisies au port du Havre. C'est très important. C'est plus que dans la plupart des autres ports français puisque nous sommes le premier port pour le commerce extérieur. Et pour autant, nous cherchons au maximum à faire en sorte que cette menace n'évolue pas encore davantage et à contenir ce risque. Et en regardant notamment ce qui se passe dans les ports étrangers, un port comme Anvers, c'est encore 10 fois plus de saisies de stupes qu'au Havre. C'est plus de 100 tonnes qui sont saisies chaque année, avec un trafic de conteneurs qui est à peu près 5 fois plus important que celui du Havre. Donc vous voyez qu'on a vraiment ce risque très fort qui est lié à la massification. Et derrière ça, avec des volumes pareils, et donc vous pouvez imaginer la valeur que ça représente, hein, des tonnages pareils de marchandises, sachant qu'on estime qu'il y a un rapport de 1 à 10 entre ce qui est saisi et ce qui passe. Et donc, quand vous multipliez ça par le prix d'un gramme de cocaïne à la revente, alors je suis sans doute pas le mieux renseigné pour vous le donner, mais je crois que c'est de l'ordre de 80 € le gramme, si les informations qui sont données dans les médias sont bonnes. Et donc, vous faites la multiplication, vous imaginez la valeur qui est drainée par ces trafics. Et donc, ça donne des moyens aux réseaux qui animent ça, qui sont absolument colossaux. Ils drainent des milliards, des dizaines de milliards d'euros. Et donc, ils se sont dotés progressivement de moyens de plus en plus avancés. On les voit agir aujourd'hui, par exemple, avec des drones qui survolent très régulièrement le port pour aller repérer des espaces de stockage, de récupération d'un conteneur et de la marchandise qui se trouve à l'intérieur. On les voit même placer des hommes, parfois, dans les conteneurs, et des conteneurs qui vont traverser l'Atlantique. Et donc les douanes, on m'a raconté ça, parfois peuvent être confrontées quand elles ouvrent un conteneur à des personnes qui ont voyagé à l'intérieur. Donc vous voyez qu'on est sur des niveaux qu'on n'aurait pas imaginé il y a de ça encore quelques années. Vous disiez aussi les balises. Et effectivement, des balises GPS qui peuvent être placées sous les véhicules, sous les camions, sous les véhicules aussi même de service des différents entrepôts. Ce sont des menaces auxquelles nous sommes confrontés et les forces de l'ordre sont confrontées tous les jours. D'accord. Alors, question, est-ce que vous avez assez de moyens et y a-t-il quelque part dans le monde un modèle ou des systèmes dont on pourrait, dans d'autres ports du monde, dont on pourrait s'inspirer? Les moyens, les modèles. Alors, je le disais, hein, c'est un phénomène qui n'est pas du tout spécifique ni au port du Havre, ni même à la France. C'est un phénomène européen et mondial. Et donc, tous les ports de commerce sont confrontés au même risque, à la même menace. Et nous travaillons avec les grands ports de ce qu'on appelle la rangée nord-européenne. Donc, cette rangée, elle s'étend du Havre au sud jusqu'à Hambourg, en passant par Anvers et Rotterdam. Et sur cette rangée, eh bien, nous avons les 4 plus gros ports de commerce extérieur qui sont les 4 que je viens de citer, Le Havre, Anvers, Rotterdam et Hambourg. Et donc, de fait, les 4 portes d'entrée les plus importantes pour les conteneurs et donc les trafics qui vont avec. Et nous travaillons ensemble, nous avons constitué un forum, une coopération des autorités portuaires, avec également les territoires, donc les villes, les métropoles, travaillent également avec nous sur ces enjeux. Et nous essayons de partager les bonnes pratiques, de voir où sont les menaces, comment elles évoluent. Un port comme Rotterdam, par exemple, qui lui aussi a un volume de conteneurs beaucoup plus important que le nôtre, nous disait être confronté à une évolution de la menace avec des risques de corruption sur lesquels je reviendrai aussi, mais on connaît la menace en termes de corruption qui consiste à aller acheter un badge d'accès à un terminal en proposant plusieurs dizaines de milliers d'euros à un agent portuaire. Et bien désormais, la corruption, elle intervient dans le champ numérique, dans le champ cyber. Et on peut par exemple chercher à corrompre un agent portuaire pour lui donner une clé USB qu'on va introduire sur le système d'exploitation des conteneurs,
et qui va ensuite corrompre ce système et faciliter par exemple l'extraction du conteneur en échangeant des numéros ou en le faisant disparaître du système. Donc tout ça, c'est des nouvelles menaces auxquelles on doit en permanence s'adapter, et en dialoguant avec nos collègues étrangers, on peut aussi mieux les anticiper. Comment est-ce que vous luttez contre la corruption? Alors la corruption... Est-ce que ça veut dire qu'il faut surveiller ces agents, puisque dans la prison des narcotrafiquants, on dit que l'un des problèmes, ce sera les agents de l'administration pénitentiaire, le ministre disait, dont on va peut-être être obligé de surveiller les revenus, la situation financière, pour être sûr que ces agents pénitentiaires affectés dans ces prisons de narcotrafiquants soient moins facilement corruptibles. Et c'est pareil pour vous? On a un vrai enjeu de prévention de la corruption, je vous le disais, avec les moyens absolument gigantesques que possèdent les réseaux de trafiquants. Nous devons être absolument faire face à cette menace. Ils peuvent proposer, comme ça, en claquant des doigts, 50 000 € à n'importe quel agent pour récupérer son badge, pour lui faire corrompre un système informatique, etc. Donc ce risque de corruption, il est extrêmement fort. Nous avons au sein de la communauté portuaire plusieurs cas de figure réels de dockers qui ont été approchés. Il y a même eu un assassinat qui a été largement médiatisé au Havre en 2020 d'un docker. On a également au niveau des agents de Haropa des approches qui ont été faites. Et donc, nous devons faire beaucoup de prévention, mettre en place des systèmes d'alerte pour nos agents, également les exposer le minimum en leur permettant par exemple de ne pas toujours revêtir leur tenue, de ne pas être identifiés comme agents dépositaires et détenteurs de badges en toutes circonstances, donc en anonymisant aussi peut-être un certain nombre d'actes qui peuvent être amenés à prendre. Et donc toutes ces mesures, nous les travaillons bien sûr avec les services de l'État et nous cherchons en permanence à mieux protéger nos agents contre ce risque. Une dernière question, 2 minutes. Dans 2 minutes, vous pouvez commencer votre dîner tranquillement sur les stupéfiants. Est-ce que la présence du port du Havre aggrave la situation au Havre et dans la région sur les quantités, les prix, par exemple, elles vaudraient moins cher là-bas? Est-ce qu'il y a plus de toxicomanie là-bas? Est-ce qu'il y a plus de trafic? Est-ce que votre entreprise aggrave la situation? Alors ça, c'est un point très important. Il faut bien faire la différence entre le port du Havre et la ville du Havre et son territoire. Le port, c'est un point d'entrée national, international. C'est le principal point d'entrée qui alimente la France en marchandises. Et donc, ce qui est vrai pour les marchandises que vous achetez tous les jours au supermarché est également vrai pour les trafics. Et donc, le Havre n'est absolument pas une zone de non-droit ou une zone de concentration en matière de stupéfiants qui serait pire qu'une autre. Le trafic irrigue l'ensemble du territoire et donc l'enjeu de lutter contre les trafics de stupéfiants au port du Havre, c'est un enjeu national et international. Merci Florent Weyer, Stéphane Fratacci, merci beaucoup. On les applaudit. Merci. Ça va Laurent? Vous réalisez qu'on a tous du pain sur la planche, surtout vous. Moi, ça me fait des histoires à raconter. En tout cas, merci pour vos témoignages et merci encore pour votre présence. Bon dîner. Virginie va s'adresser à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci à nos 2 intervenants. Merci à toi, Dominique, pour ton animation de cette table ronde. Alors, je sais qu'on est en train de tourner. On vous offre déjà quelques petites choses pour pouvoir commencer à vous désaltérer. On va vous demander encore 5-6 minutes d'attention avant que nous ne passions au dîner. J'ai le plaisir, alors on vous a beaucoup parlé et on va parler tout au long de la soirée de Continuum de la sécurité et on parle aussi bien évidemment de l'Agora puisque c'est le gala des directeurs sécurité. Et donc je vais demander au Collège national, donc qui est composé des présidents des différents clubs, de bien vouloir venir me rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Merci à vous. Et on peut les applaudir. Alors, le temps que nos chers présidents rejoignent la scène, on a les 2 coprésidents du Collège national, Marc Vitten et Fabien Desnaux. Venez auprès de moi. On va commencer par Fabien. Fabien,
comme à l'habitude, en règle générale, tu donnes quelques chiffres sur la progression en fait, de la communauté des directeurs sécurité. Merci Virginie, bonsoir à tous. Alors quelques chiffres pour vous annoncer un petit peu. Donc l'année passée, on était un peu en dessous de 700. Là, on est passé à 745 membres au sein des 8 clubs régionaux et les 3 clubs antennes départementaux. Donc on part de Lille à Marseille, en passant à Strasbourg, par Nantes, par Toulouse, par Bordeaux, tous ces clubs qui ont lieu et qui permettent de... Alors un club francophone connecté qui permet aux gens qui ne peuvent pas se déplacer dans les soirées qu'on peut faire au sein des villes, de venir se connecter sur certaines soirées. 120 rendez-vous par an. Et là, on est maintenant à peu près, là, sur les 12 derniers mois, à plus de 4000 membres, s'il vous plaît. Ouais, plus de 4000 membres qui ont pu se connecter, entre guillemets, qui ont pu participer à nos soirées sur énormément d'interventions, où là, on travaille aussi forcément sur le continuum, ou dans les soirées, on a forcément sécurité privée, sécurité publique. Voilà, je vais laisser la parole à Marc. Merci beaucoup Fabien. Alors Marc, tu avais une annonce particulière à faire dans la continuité de ce que dit Fabien. Effectivement, nous sommes toujours dans une progression, une vraie dynamique et grâce à vous tous, encore une fois, Monsieur le Ministre demandait tout à l'heure comment progressait cette communauté et nous lui expliquions effectivement avec des cooptations et chacun dans vos clubs respectivement en région ce travail qui est fait en parlant de cette mutualisation des connaissances, de cette expertise. Et dans le cadre de ce développement, tu avais un petit message à faire passer par rapport à un club. Oui, moi j'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer une naissance. Ça n'arrive pas souvent à l'Agora, donc je profite de cette assemblée pour le faire. Cette naissance, pour revenir un peu dans le contexte, c'est la crise du Covid-19 qui a permis finalement cette renaissance. Il y avait un club qui s'appelait Riviera, qui était dans le sud, un club qui avait une petite dimension, mais les effets délétères de la crise sur le tissu économique et notamment sur toutes les infrastructures sportives, de spectacles et de rassemblements ont contraint au départ du président qui avait fondé ce club et il avait amené déjà un joli niveau. Et son départ a plongé 2 autres personnes dans la situation d'orphelins. Et ils se sont mis, eux aussi, à recruter, à coopter et à faire grandir ce club au point qu'il va devenir maintenant un club à part entière. Il va voler de ses propres ailes. Et donc, j'ai le plaisir de demander à Laurent Massé et Laurent Ferrari, les Laurent au carré, qui sont, et de vous annoncer leur coprésidence donc, sur ce nouveau club, qui est le club Riviera. Bravo à eux. Bravo à eux. Et surtout la particularité de ce club Riviera, je vais vous laisser la parole en tant que coprésident, maintenant vous pouvez le dire. Oui, alors merci pour cette naissance, effectivement. C'est rare d'être dans la salle d'accouchement, mais en tout cas aussi nombreux dans une salle d'accouchement. Juste 3 merci. Un merci, effectivement, comme tu dis, à Philippe Leclerc, qui était au tout début de l'histoire et sans qui cette histoire n'existerait pas. Donc merci à lui. Merci à nos adhérents, bien évidemment. Alors, certains sont présents ici. Mais en tout cas, c'est un vrai bonheur à chaque session de revenir sur ces soirées Agora. Et un grand merci, bien évidemment, à l'Agora, à Michael, à Marc, tout le collège, Virginie et Camille, je ne sais pas où elle est, mais en tout cas, qui ont cru en notre histoire. Et c'est une belle histoire. Voilà. Et une histoire qui est bien plus grande que juste la Côte d'Azur, puisque les Monégasques ont rejoint ce club il y a un peu plus d'1 an maintenant. On a envahi Monaco aussi. Oui. Voilà, on a envahi Monaco, on peut le dire ce soir. Merci à vous tous, voilà. Merci au Collège national d'avoir été présents ce soir. Alors, une petite photo de groupe, on me dit, avant que vous ne quittiez quand même la scène. Je sais pas. Très bien, et je pense que c'est fait. Merci à vous tous.
Alors, vous allez pouvoir commencer à déguster ce repas gastronomique qui va vous être servi ce soir. Avant ceci, je pense qu'il y a des caméras qui vont se balader un petit peu, comme un accoutumé. Logiquement, on va voir quelques tables être présentes au niveau de l'écran, si tout fonctionne bien. J'aimerais beaucoup remercier nos partenaires qui chaque année sont présents de plus en plus nombreux également. Et je tiens à le signifier au nom de l'Agora que le gala des directeurs sécurité n'existerait pas sans ces partenaires. Je vais tout d'abord remercier le groupe Triomphe. Un grand merci au groupe Triomphe pour sa présence. Désolée, je vois pas. Pour sa présence ce soir avec le PDG Walid Nara. Nous allons remercier également VP Citex. VP Citex, également partenaire Gold de cette année, et avec la présence d'Arnaud de Gégère en tant que directeur général. J'aimerais également remercier nos partenaires Silver, Samsic, avec la présence de Jean-François Teruel. J'aimerais également remercier notre autre partenaire Silver, Securitas. Securitas qui est venu en force ce soir avec Francis Serrano au niveau de Securitas, sécurité humaine. Et puis, nous avons également Securitas Technologies, qui fait partie aussi de ses partenaires Silver, avec Thibaut de Coligny. Et pour finir, et promis, après, je m'en vais, vous allez pouvoir dîner. J'aimerais remercier également tout spécialement l'UFAX. L'UFAX qui, depuis 2 ans, nous fait l'honneur de constituer une table. Les adhérents sont tirés au sort pour venir, pour nous rejoindre. Ils viennent de toute la France. Et un grand merci à eux d'être ici ce soir. Merci à vous tous. Bonne dégustation, bon dîner et à tout à l'heure.